Jean-Paul était quelqu'un qui avait la tête sur les épaules. Ce n'était pas quelqu'un de dépressif. Je l'ai croisé la dernière semaine et il m'a dit qu'il était totalement noyé par le travail. Il avait une forte pression parce qu'il avait le sentiment d'être baladé d'un service à l'autre. Je l'ai jamais vu comme ça, les yeux rouges, le regard hagard. Il m'a dit que c'était le boulot, qu'il y pensait tout le temps. « 28 septembre 2009, 8h45. Jean-Paul Rouanet, 51 ans, employé depuis 30 ans à France Télécom Orange, en route vers son lieu de travail, la plateforme 10-16 du plateau des Glaisins près d'Annecy, arrête son véhicule sur un viaduc de la 41. Un instant plus tard, il se jette dans le vide. Sur le siège passager, une lettre qui accuse. La pression continuelle, la difficulté d'adaptation au poste de conseiller commercial où ce technicien vient d'être muté, et surtout, la peur de ne pas y arriver. Quand je passe sur le viaduc, c'est vrai qu'il faut avoir envie parce qu'il y a 100 mètres en dessous. Donc il faut vraiment arriver à un niveau de dépression et de pessimisme complet pour faire ce geste, quoi. Et ça c'est difficilement acceptable. C'est un peu dur. Ouais. Vous comprenez tout ça? Oui. Ouais. Excusez-moi. Non, je vous en prie, c'est ma faute. Se tuer pour le travail, ça ne devrait pas exister. Et ça ne devrait plus jamais exister à France Télécom ou ailleurs. Hein. On sentait très bien, je dirais, toute une partie de notre hiérarchie qui prenait ça de loin en disant c'est des paumés qui se suicident, tant pis, de toute façon il faut qu'on fasse des moins sur les effectifs, donc ça arrange. On sentait bien qu'ils n'étaient pas touchés, ou ils faisaient semblant. Et ça fait mal. Des paumés qui se suicident, des gens fragiles qui perdent pied. Oui, ce 28 septembre 2009, après le 28e suicide en 20 mois, la direction de France Télécom élude encore sa responsabilité. En réponse aux médias qui se sont alarmés d'une série de drames survenus pendant l'été, le PDG de l'époque, Didier Lombard, ira même jusqu'à parler d'une mode. Le mot de trop. Le ministre du Travail représentant l'État principal actionnaire s'empare alors du dossier. Des raisons professionnelles pourraient-elles être la cause du suicide de Jean-Paul? La question est enfin posée. Il faut arrêter de penser que les gens qui se suicident sont des gens fragiles, qui ont des tas de problèmes, qui sont en échec professionnel, parce que dans la majorité des cas, c'est faux. C'est faux. Ce sont des gens qui, justement, sont très bien appréciés professionnellement par leurs collègues, par leur hiérarchie, ce qui va d'ailleurs augmenter l'incompréhension et le désarroi des collègues quand la personne s'est suicidée, parce que personne ne comprend, justement. C'est des gens qui étaient appréciés professionnellement, très engagés dans leur travail, et ce sont souvent des gens qui n'ont pas de problème particulier dans leur vie personnelle. Hein. Donc il faut arrêter d'imaginer que ce seraient des catégories de personnes spécialement fragiles qui se suicideraient. C'est pas vrai. À défaut d'avoir pris conscience de cela, la direction de France Télécom comprend que l'acte désespéré de Jean-Paul Rouanet est pour l'image de l'entreprise le suicide de trop. Car alertés par les salariés, les médias se mobilisent et la parole se libère. Je vous dis pas plus tard encore que vendredi, on était en réunion d'épée. On a interpellé la direction pour dire que ça allait pas, quoi. Il laisse deux enfants, un de 12 ans, un de 7-8 ans, et je pense à sa femme, et je vous assure, c'est très dur, quoi. Sous la pression médiatique, l'état-major de l'entreprise se rend sur les lieux du drame. Il y a moyen de faire baisser cette pression en étant plus humain dans l'application des choses. Nous avons ouvert un grand chantier. J'ai dit que le France Télécom d'avant ne serait pas le même que celui d'après. Il n'est pas normal que l'humain ne soit pas passé en tête de nos préoccupations. C'est des gens qui n'ont pas leur place, ils sont en décalage absolu, ils défendent les intérêts des actionnaires, les intérêts du capital, et l'humain, ils n'en ont rien à faire. Donc quand ils parlent d'humaniser, eh bien tout ça c'est du vent, il n'y a rien de concret dans les services.
Pour que ne restent pas du vent les déclarations de Didier Lombard, le CHSCT, Comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail de l'entreprise où sont représentés les syndicats, confie alors au cabinet indépendant Secafi une expertise sur les conditions du suicide de Jean-Paul. La loi permet à un CHSCT de demander une expertise en cas de risque grave. Donc ils ont fait jouer ce droit, ils nous ont appelés très vite. Eux-mêmes étaient en grande difficulté pour agir face à cette situation. Et donc on leur a proposé ce qu'on fait toujours, c'est-à-dire de les rencontrer la direction pour construire avec eux l'intervention. Bien sûr, ce cas est très représentatif. D'abord parce que ce salarié avait déjà connu plusieurs fois des mutations géographiques ou professionnelles. Donc je récuse complètement l'idée que les salariés de France Télécom soient inaptes au changement. Tous les salariés de France Télécom ont déjà changé de métier. Mais il y a des limites à la façon dont on le fait. Lui, il était tout seul. Donc, tout seul, au bout d'un moment, ça monte. Et donc, moi, j'ai interpellé les responsables pour qu'on l'intègre au sein d'une équipe pour pas qu'ils se sentent seuls. Mais bon, c'était trop tard, quoi. Il a fallu qu'il y ait une trentaine de suicides pour que la bête se réveille, c'est dommage. Enfin, pour les collègues partis et puis pour ceux qui restent, parce qu'on a quand même perdu des amis, des êtres chers. Voilà quoi. C'est donc bien sur le lieu de travail qu'il faut chercher les causes de ces suicides. Novembre 2009. Nous sollicitons la direction de France Télécom qui annonce une large concertation avec les syndicats sur l'organisation et les conditions de travail. Nous voulons en vérifier la réalité, savoir si l'orange de demain qu'on nous promet sera douce ou amère. Le siège parisien donne du bout des lèvres son accord à notre enquête. Pour Annecy, c'est trop tôt, nous assure-t-on. Les salariés sont encore traumatisés par le drame de Jean-Paul. On nous ouvre cependant non loin de là les portes de la plateforme 10-14 de l'île d'Abo, où il n'y a pas eu de suicide. Bonjour. Bonjour. Rencontre début 2010 sur son lieu de travail avec Annie Monnier, une conseillère client, ayant comme Jean-Paul et des milliers de ses collègues subi des mutations à répétition. L'impératif, accepter un métier commercial ou partir. Certains comme Jean-Paul ont craqué, d'autres comme Annie se sont tant bien que mal adaptés. Voilà, donc quand on arrive, il faut se loguer. Donc on met son mot de passe, son identifiant. Voilà, donc là, j'ai ouvert mon outil pour pouvoir prendre mon premier client. Ensuite, il faut que j'aille ouvrir un autre outil qui va permettre de surveiller ma journée de travail. C'est-à-dire tout ce que je vais faire à partir de maintenant sera enregistré à la seconde près. Donc ce qu'on appelle se loguer. Derrière, il y a des superviseurs qui regardent à quelle heure on a pris notre premier appel. Et on appelle ça fliquer. Bonjour, bienvenue chez Orange. Moi je me présente, je suis Armelle Bérou, c'est moi qui vais prendre en charge votre demande. Et non, vous avez les SMS en illimité, mais les MMS non. Vous pouvez les avoir éventuellement. Alors donnez-moi votre numéro de carte bleue. C'est moi madame, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir madame. Bonjour et bienvenue chez Orange. Je pensais pas un jour travailler sur les ordinateurs. Courant 73, en octobre, j'ai intégré France Télécom en qualité d'auxiliaire aux lignes. Alors là, ça consistait à travailler sur les chantiers, sur le réseau. Et après, j'ai conduit les camions pour livrer le matériel sur les chantiers aux entreprises et aux équipes de France Télécom. C'était dur, mais c'était une belle période. Oui. J'organisais les séminaires, les réunions. C'était j'adorais. Et puis après, il y a eu la fermeture. Donc, on a ouvert Wanadoo. Mais en 2000, on nous a dit c'est bien, c'est la pérennité du service, c'est super. Et en mois d'août, il faut changer de crèmerie, mesdames. Et on est revenu là, et là, ça a été le coup de bambou quand même. C'est pas... Moi, je suis rentrée technicienne, on n'a plus besoin de technicienne. On m'a mis secrétaire technique pour gérer les marchés. J'ai géré les marchés. Après, on m'a dit il faut faire de la formation. Moi, ça me plaisait beaucoup. J'ai fait 6 ans de formation. Après, on m'a dit il faut repartir secrétaire technique. J'ai dit allez, d'accord, moi, ça me plaît bien, j'y vais. Après, on m'a dit assistant de communication. Allez, j'y vais. Et puis, à un moment, on te dit non, quoi. Ça, voilà, on n'est pas des girouettes. Donc, tout le monde avait peur qu'un jour le service ferme pour partir dans une autre ville ou dans une autre région.
Il y a même des directeurs qui, je me souviens d'une réaction d'un qui nous avait dit « Mais si vous continuez comme ça, je vais aller ouvrir un centre d'appel à Dublin, ça me coûtera nettement moins cher. » Ce qui me dérangeait le plus, c'était un petit peu cette épée de Damoclès qui était sur notre tête, qui nous disait qu'est-ce que tu vas faire demain. Je me sentais avoir régressé dans mon travail, dans peut-être mon amour propre, je ne sais pas, hein, certainement. Même, voilà, tout à fait. Alors qu'avant, on avait été des références dans notre travail. Là, on se retrouvait en situation inverse. Les gens se sont vraiment sentis blessés parce qu'ils se sont toujours investis dans leur travail, ils ont toujours mis leur conscience professionnelle, et puis maintenant on leur dit vous n'êtes plus bon à rien, vous partez quand vous voulez, on va vous restructurer, on n'écoute pas ce que vous dites et puis on vous change de boulot. Mon responsable de l'époque s'est jeté sous le train avec la voiture de fonction. Et ça, tout ça à cause de la restructuration. La restructuration cause de suicide. La restructuration, résultat inéluctable d'une histoire à marche forcée, celle de l'adaptation d'un des fleurons du service public aux lois du marché. En 1997, France Télécom est privatisée et cotée en bourse. Pour soutenir le cours, il faut verser aux actionnaires des dividendes attractifs. Profit et rentabilité à court terme deviennent des priorités. Avec l'essor de la téléphonie mobile et de l'Internet, le secteur des télécommunications connaît une révolution technologique. Oui, bonjour, c'est France Télécom. Vous avez combien de prises téléphoniques? Au début des années 2000, plus de 70 000 salariés ont radicalement changé de métier et la révolution devient tourbillon. Concurrence oblige, cette solide entreprise nationale doit devenir une multinationale. La direction se lance alors dans des investissements hasardeux, à commencer par l'absorption du britannique Orange. Je vais vous faire la facture de celui-ci. Quant à l'État, actionnaire principal, il ponctionne des milliards d'euros sur les profits pour équilibrer son budget. Résultat d'une gestion catastrophique, l'entreprise est endettée de 15 milliards et la direction est débarquée. En 2005, arrivent alors Didier Lombard et son équipe. Cette équipe-là vient et dit on va essayer de tout centraliser pour avoir une main de fer pour imposer des réductions des coûts, des restructurations, des suppressions d'emplois. Il n'y a pas eu de licenciement, il n'y a pas eu de plan de licenciement puisque ce n'était pas possible pour des raisons juridiques. C'est-à-dire que vous avez affaire des fonctionnaires. Mais la machine à exclure, à pousser la démission, à la mutation, à la mobilité, etc., a fonctionné. C'est-à-dire que les 22 000 départs sont des départs contraints. Moi, j'ai assisté de l'intérieur à une brutalité sans nom, avec une négation complète de tout ce qui faisait l'histoire de ces individus qui formaient France Télécom, et de la base au sommet, en fait. Je me retrouve à la tête d'une entreprise privée composée essentiellement de fonctionnaires. Il n'y a qu'à moi que ça pouvait arriver un truc comme ça. Mais non, madame, ça arrivera aussi au futur PDG de Gaz de France, EDF, la SNCF, les universités, la Poste. Vos fonctionnaires, supprimez-les. Malheureusement, je ne peux pas. Bien sûr, vous pouvez. Si vous utilisez la technique du transvasement. Vous avez un verre plein d'eau, vous transvasez très vite 10 fois, vous perdez un peu d'eau à chaque fois, la 10e fois, vous avez toute la moitié de l'eau. Avec les salariés, c'est pareil, vous fermez un site, vous envoyez les salariés le plus vite possible, le plus loin possible, il y en a toujours qui ne pourront pas suivre. Et ceux-là, soit ils démissionnent et ils s'en vont, soit ils vont où vous voulez. Au commercial? L'important, c'est de leur laisser le choix. Mais qu'ils soient obligés de choisir ce que vous voulez. Et puis faites-les bouger. Cassez les métiers, disloquez les services, rendez-les mobiles. Ils ne doivent pouvoir se raccrocher à rien. À rien. Une stratégie mise en place par la direction des ressources humaines. La mobilité contrainte. Tous les 3 ans pour les cadres, tous les 5 ans pour les autres. Stratégie dotée pour faire moderne d'une expression anglo-saxonne, le time to move, en abrégé TMT, traduit ironiquement par les salariés, en tire-toi maintenant. Quant à ceux qui refusent cette mobilité, on propose soit un reclassement dans d'autres services publics, soit un départ pour le privé, avec des formations aussi adaptées à l'expérience professionnelle de ces salariés que fleuristes, boulangers ou vendeurs de pizza. Peu importe qui, peu importe l'âge, peu importe la qualification, le métier, etc. C'est aberrant, c'est une démonstration nette et nationale de dire vous êtes une charge pour nous, tous.
là. Et ce qu'il faut, c'est que vous partiez. Et ça, je pense, c'est très douloureux à vivre pour les salariés. On a vu augmenter de manière importante tous les problèmes de santé mentale, et donc notamment tout ce qui est syndrome anxio-dépressif, en réaction vraiment avec tout ce qui se passait dans l'entreprise, les réorganisations, les mobilités forcées, les changements d'activité. Nous avons alerté la direction de France Télécom sur le malaise que nous sentions grandissant, mais c'est resté lettre morte. Hein. Quand ils disent « on ne savait pas », c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Ils savaient. Sauf qu'ils avaient décidé de passer outre parce qu'il fallait faire moins 22 000. Voilà. Ça, c'est 2008. Hein. C'est bien avant la médiatisation des suicides. Hein. On est 7 médecins à signer quand même. C'est pas juste quelqu'un dans un coin. Hein. 7 médecins crient en danger, d'autres, une dizaine, choisissant de démissionner, parfois avec fracas. L'inspection du travail, les syndicats, le CHSCT avaient multiplié les alertes. En vain. Pendant des années, la direction d'Orange avait fait la sourde oreille. Il faudra plusieurs mois après le drame de Jean-Paul et de nouveaux suicides pour que cette direction s'interroge enfin sur le caractère pathogène de son management. On contribue à l'y obliger un rapport explicite de l'inspection du travail, rendu public en février 2010, ainsi que les conclusions d'un rapport d'enquête, celui du cabinet d'audit Technologia, auquel 80 000 salariés ont répondu sur les 102 000 de l'entreprise. Il a permis véritablement de mettre sous tension l'ensemble de l'organisation France Télécom. Il a permis de fonder un diagnostic basé non pas simplement sur l'interprétation, mais sur des faits. Quand vous avez, par exemple, des milliers de gens qui disent que, en fait, ils ne sont plus fiers d'appartenir à France Télécom, c'est un fait. Hein. Donc, ça a permis d'ancrer un diagnostic dans une véritable réalité. Une réalité qui commence à devenir officielle. Début mars 2010, en réunion intersyndicale à Paris, Daniel Rochet a une nouvelle d'importance concernant le suicide de Jean-Paul. Je suis très émue, mais bon, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Donc, moi, je m'appelle Daniel. Je suis sur le plateau du 10-16 à Annecy. Vous savez ce qui s'est passé le 28 septembre dernier. Donc là, aujourd'hui, on vient d'apprendre que l'IGAS avait statué et le suicide de notre collègue est reconnu un accident de service. Et je suis vraiment contente pour lui, pour sa famille. Le combat n'est pas terminé. C'est le premier suicide là qui vient d'être reconnu en accident de service. C'est une super victoire et je pense que l'autoroute est ouverte, comme on nous a dit depuis hier. Et il va falloir vraiment qu'on s'y engouffre pour vraiment que ça change à France Télécom et partout ailleurs. Voilà, merci. Un message sans doute entendu par le nouveau venu, présenté comme l'homme de la rédemption de France Télécom, après que l'État actionnaire principal ait décidé de changement à la tête de l'entreprise. Stéphane Richard arrive, en provenance du cabinet de Christine Lagarde, comme nouveau directeur général, avec un programme fort. Un seul suicide dans une entreprise, un seul suicide, pour lequel on aurait de fortes présomptions d'une causalité, d'un lien avec l'environnement professionnel, c'est insupportable. L'idée qu'à notre époque, quelqu'un puisse mettre fin à ses jours parce qu'il est en situation d'échec et même de désespoir dans sa vie professionnelle, c'est une réalité qu'aucune entreprise ne peut accepter. Tous nos efforts sont axés sur, encore une fois, la résorption, l'atténuation des causes du terreau qui, dans une entreprise telle que nous sommes aujourd'hui, peut amener certaines personnes fragiles à passer à l'acte. Ainsi, pour le nouveau patron, le passage à l'acte serait toujours le fait de personnes fragiles. Une phrase qui interpelle, car les médecins du travail et les experts ont été bien clairs là-dessus. Chacun d'entre nous peut, à différents moments de sa vie, être plus fort, moins fort, fragile. Bon. Après, ce qui compte, c'est que l'entreprise ne fragilise pas ses salariés par sa propre politique. La question de la fragilité doit, à mon avis, être totalement dépassée. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au contraire, ce sont des organisations qui peuvent être porteurs de pathologies et qui conduisent à l'épuisement professionnel des individus. Pas de procès d'intention cependant. Le nouvel arrivant paraît sincère
et porteur d'un projet de nouveau contrat social, annonciateur d'une prise en compte de l'humain. Tous les chantiers qu'on a identifiés comme essentiels, l'emploi, l'amélioration des conditions de travail aussi par toute une série d'actions, comme par exemple la rénovation des locaux, les systèmes d'information qui sont aussi dans nos métiers très importants parce que ils sont aussi importants, je dirais, pour les clients que pour les utilisateurs, et donc nos salariés. Donc, les chantiers, on les a bien identifiés. Moi, mon objectif, c'est d'avancer sur tous ces chantiers, le plus vite possible, bien entendu. Le nouveau contrat social mis en place par l'entreprise, donc l'ensemble des mesures qu'elle a engagées pour essayer de sortir de cette crise sociale, est estimé à 900 millions d'euros. Donc là aussi, ça montre aussi en creux l'intérêt pour des entreprises d'avoir une politique de prévention des risques psychosociaux, puisque les 900 millions de France Télécom, on peut considérer, c'est le coût de la réparation quand on n'a pas fait en amont ce qu'on aurait dû faire pour travailler avec conditions de travail acceptables pour les salariés. Un vaste chantier donc, et nombre de questions qui demeurent. Stéphane Richard contrôle certes l'humain, mais quid du financier? Car Didier Lombard reste président du conseil d'administration, et celui-ci, peu après l'arrivée de Richard, renouvelle aux actionnaires la promesse, toujours tenue depuis 2005, de leur distribuer au solde de chaque année 40 à 45% de la trésorerie disponible. Comme si rien ne s'était passé. Mars à décembre, nous nous donnons 9 mois pour juger de la réalité des changements. Et comme enfin, signe peut-être de temps nouveau, l'autorisation nous est donnée d'y accéder, nous filons vers Annecy. Ce jour-là, se tient la première réunion du CHSCT sur la mise en œuvre des mesures préconisées par le cabinet Secafi. L'objet de la journée, c'est bien d'arriver à revoir les propositions du cabinet Secafi, donc 20 propositions, et se mettre d'accord avec les élus sur la façon dont on va décliner ces recommandations, le planning, les modalités de mise en œuvre, est-ce qu'on les retient toutes ou pas, est-ce qu'on les amende, voilà. Nos représentants, la direction... En quelque sorte, sur l'unité, nous sommes la direction. Et donc, mais nous pouvons, par exemple, sur une proposition, ne pas répondre tout de suite, parce qu'il faut analyser, il faut compléter notre étude. Et on est bien sûr sur un contexte beaucoup plus particulier, ce qui explique que ça peut être plus tendu, plus houleux. D'autant plus houleux qu'une délégation de collègues de Jean-Paul Rouanet au plateau des Glaisins fait irruption, avec l'intention de se faire entendre. Nous les accompagnons. Mais notre caméra, apparemment, pose problème. On fait une suspension de séance, donc on sort, ok? Donc on sort. Non, vous restez. Et France Rigenzi et moi-même, il n'y a aucun souci pour écouter les personnes présentes. Mais ce n'est pas dans le cadre du CHSCT. S'il vous plaît, je souhaiterais que les caméras se retirent. Là, vous avez le personnel qui vient vous voir. Si encore une fois vous coupez la langue comme ça des gens en disant je veux pas être filmé et tout, c'est-à-dire que vous êtes encore dans un processus où il faut cacher. Donc la parole n'est toujours pas libérée. Or il y avait un engagement de France Télécom, la parole se libère. Nous, personnel du plateau des Glaisins, avons souhaité nous déplacer ce jour pour vous exprimer de vive voix l'espoir que nous plaçons en vous, vous les représentants de l'état-major de France Télécom, afin que plus jamais personne ne meure à cause du travail. Nous vous demandons aussi de tout mettre en œuvre dans les meilleurs délais pour améliorer nos conditions de travail afin que cesse notre mal-être et notre souffrance. Depuis le geste désespéré de notre collègue, nous ne constatons aucun changement significatif. Le climat est morose, la confiance est envolée. Merci. On compte sur vous. Franchement, moi, je sais pas qu'on fait confiance au nouveau patron, Monsieur Richard. Je lis régulièrement les textes qu'il fait. Son discours me convient, mais après les discours, c'est les actes. Voilà ce que je voulais vous dire. Et je parle au nom de mes collègues. Il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de... Vous voyez, on est bien d'accord. Hein. C'est bruyant, le plateau. À la fin de la journée, j'ai mal à la tête. J'ai des migraines. Et je ne comprends pas pourquoi en 5 mois, ça n'a pas bougé. On demande de travailler, mais dans de bonnes conditions. Ce qui s'est passé le 28 septembre, ça ne doit plus se reproduire. Il va falloir mettre de l'humain. Il va falloir tirer les enseignements de ce qui s'est passé et écouter le nouveau patron.
Chaque élu de ce CHSCT a cette préoccupation première. Le travail doit s'adapter à l'homme et non pas l'homme qui s'adapte au travail. Article L230-2. Oui, Madame Rigenzi, moi je peux vraiment dire ce qui ne va pas. Parce que là, j'ai été malade pendant 5 mois et demi. J'ai perdu ma voix suite au stress. D'accord. Quand je t'ai venu vous voir. J'ai repris mon travail le 4 janvier. Ce qu'elle vous explique, c'est la situation que je suis en train de vivre aujourd'hui. Avec la non-préparation à la mobilité, des choses que vous ne savez plus faire. Je repasserai tout ça. Ce qu'il faut retenir, Madame Rigenzi. Madame Rigenzi, s'il vous plaît, je suis en train de vous parler, vous ne voulez plus me répondre? C'est l'état d'esprit qui ne change pas. Ils sont toujours méfiants vis-à-vis du personnel, ils font pas confiance, ils ont toujours les objectifs, le pognon, et puis bon, tant qu'on ne s'attaquera pas aux causes, on ne fera pas grand-chose. La méthode de management à France Télécom a conduit à la mort. Et quand on passe aux préconisations du cabinet d'experts, c'est-à-dire un cabinet indépendant, eh bien là, rien. Ils lâchent rien. Pourtant, c'est simple, quoi. On ne demande pas des trucs complètement loufoques, on ne demande pas le 13e mois, le 14e mois. On demande des bons outils pour travailler correctement. Mais même ça, ça leur semble complètement ahurissant. Quand une entreprise est confrontée à une grave crise, il faut avoir le sens de l'urgence. Donc il y a des choses qui pourraient aller beaucoup plus vite. Des problèmes d'aménagement du plateau, il ne s'agit pas de mettre des cloisons en une semaine, mais on peut faire avancer le projet de façon très cadencée, très rapide, pour que les salariés voient qu'un certain nombre de choses sont en préparation. On n'a pas trop avancé sur les 20 préconisations, puisque nous en avons fait une, mais ça nous a permis de caler une méthode de travail. Donc sur les autres préconisations, nous allons, l'entreprise, envoyer nos propositions qui pourront être examinées avant la réunion par les élus et le CHSCT et nous permettre d'aller plus vite dans l'examen la prochaine fois, donc qui se tient le 29 mars. À l'évidence, la notion de temps varie selon le côté où l'on se place. À la direction, on demande de la patience. Côté salarié, on trouve les changements longs à venir, en particulier sur la culture de l'objectif à tenir, une hantise, génératrice de stress. Qu'en a-t-il été? Quoi de neuf sur cette question clé dans les mois de notre enquête? Le constat sur les plateformes d'appel est édifiant. On est en début de mois, donc en début de mois, on a les objectifs de vente qui sont tombés. Donc moi, même si ça va faire plus de 25 ans que je fais ce métier et que j'adore ça, là j'ai la boule au ventre parce que j'en ai ras-le-bol de travailler dans les conditions dans lesquelles on nous fait travailler. Oui, vous avez une offre globale pour le standard téléphonique et le forfait est à 129 € hors taxe par mois. Et ben, si vous n'avez pas d'autres questions à me poser, je vous souhaite une agréable journée. À bientôt chez Orange. Au revoir, madame. Là, je viens de vendre une offre internet avec mobilité, produit phare de l'entreprise. Ça, je suis super contente de moi, mais maintenant, je vais m'atteler au plus difficile et c'est ça qui nous pèse tous les jours. C'est que là, je vais rentrer dans les différentes applications pour pouvoir rentrer ma vente correctement. Voilà. Entre-temps, je ne prends pas d'appel. Alors, j'ai vendu quoi? Une Optimal Pro Internet en mobilité. Voilà, j'ai trouvé. Alors maintenant, il faut que je lise dans ce tableau ce que j'ai vendu. Mon client, il avait ça et je lui ai vendu ça. Donc, il faut que je fasse une migration au débit et une montée en gamme. Et moi, c'est pas le métier, parce que j'adore mon métier, je suis faite pour ça. Moi, c'est tous les à côté qui m'empêchent de travailler correctement. C'est pas grave, moi je peux vous rendre avec vous. J'ai pas toujours de bons outils. Vous voyez là mon écran, déjà j'ai 22 icônes ouvertes. Puis là j'ai tout un tas de fichiers, enfin vous voyez, je suis obligé de travailler avec ça, c'est le minimum pour que je puisse m'occuper de mes clients. J'ai 4 zones à gérer, Alsace-Lorraine, Rhône-Alpes, Auvergne, ok. Mais ils ont un projet de mutualisation sur le territoire en totalité. Hein. Alors, mais il n'y a rien de prévu, on va se retrouver avec 85 icônes, on ne peut plus travailler. Déjà, j'arrive plus à lire qu'est-ce qu'il y a là. Alors on nous dit qu'il y a un projet en cours puis qu'on va trouver des solutions. Mais ça fait des années déjà qu'ils s'occupent de rien. Le système d'information à France Télécom est une véritable
source de problèmes, de difficultés, parce que c'est un système qui a été mis en place quasiment pour surveiller toute l'activité. Et donc, ça déporte les gens de leurs bonnes pratiques. Ils passent un temps fou à faire du reporting, à remplir des tas de tableaux, etc. Il y a des applications qui sont pléthoriques, qui sont quasiment pas forcément fondées sur le plan fonctionnel. Donc il faut vraiment simplifier tout cela. On a des réunions tous les mois, on fait remonter, mais d'un mois sur l'autre, on a l'impression de crier dans le vide. C'est pas normal. Régulièrement, les responsables nous font un état de notre productivité, savoir combien on a pris d'appels, quelle durée moyenne on a passé avec le client. Donc ça, c'est mesuré. Combien on a zappé d'appels, parce que des fois, on est en train de travailler, on a un appel qui se présente, et ben on le laisse partir, parce qu'autrement, notre dossier, on ne peut pas le terminer. Donc ça, c'est regardé. Durée moyenne d'un appel, 10 minutes, suivi de longues minutes de gestion. Difficile dans ces conditions de tenir un objectif de 5 à 8 appels par heure. Et qui dit objectif du nombre d'appels, dit objectif de la priorité des priorités, celle de vendre. Et puis Gérard. Tu viens Gérard? Oui. Hop, allez. Pour mémoire, en mois de mars, on avait éclaté l'objectif à 110%. On est à 89,3. Ça veut dire qu'on est à 10 points en dessous de l'objectif. Le haut débit, c'est la catastrophe, j'ai honte pour vous. 0%. À notre niveau et au niveau des clients aussi, l'offre n'est pas très connue, il n'y a pas trop de publicité sur le contenu des offres. Moi j'en ai une qui l'aurait pris, mais la concurrence est moins chère. Alors, Jocelyne, qu'est-ce qu'on fait avec un client qui nous parle de prix? Je lui dis que oui, on a des avantages que peut-être que le concurrent ne propose pas. Des avantages qualitatifs. Oui, Le but du jeu, là, le client, s'il cherche le prix, il faut le faire douter sur la qualité. Donc je compte sur vous. Merci. Et allez, la main dessus, cet après-midi, on fait du haut débit. C'est parti. Bonjour, bienvenue chez Orange. Donc la montage sécurité, c'est par contre l'assurance à 6 €. Donc sans réengagement, le forfait 3 heures, il sera au prix de 51 €. Par contre, si vous souhaitez vous réengager sur 24 mois, il sera à 49,90 €. Donc je vous confirme tout ça par SMS. Vous aviez d'autres questions, monsieur? Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée, monsieur. Merci de votre appel. Au revoir, monsieur. On doit en permanence arbitrer entre nos objectifs, nos résultats, le travail et le client. Pour moi, c'est une pression, oui. Parce que j'ai l'impression de ne pas faire mon boulot. Quand on me dit « t'as pas atteint ton nombre d'appels » ou « t'as pas atteint tes ventes », j'ai l'impression qu'on me dit « t'as pas fait ton boulot ». Alors que moi, j'ai l'impression de l'avoir fait. Puis nous, on a quand même l'esprit service, les anciens, puisqu'on est rentré au PTT pour faire du service public. On était les seuls en France à faire du téléphone. Et nous, notre vocation, c'est plus que les clients qui sont chez nous soient contents, plutôt que d'aller leur proposer d'autres choses. Alors c'est vrai que les jeunes, eux, ils sont plus formés vente. Donc pensez au débit cet après-midi, hein. Regardez bien les adresses mail. Les objectifs sont décidés à Paris par le marketing au niveau national, ça descend à la vitesse grand V, ça nous tombe dessus. Bon, c'est pas quelque chose d'humain, on parle beaucoup d'humain dans cette entreprise, c'est pas quelque chose d'humain, c'est quelque chose de purement théorique. Je viens de voir vos scores. C'est pas magnifique, hein? Vous n'êtes pas très bon pour faire faire à vos techniciens les chiffres que nous attendons de vous. Ne vous asseyez pas sur vos lauriers. Vous êtes là où vous êtes tant que vous correspondez à nos exigences. Ne croyez pas que vous êtes vous-même à l'abri. Personne est à l'abri. D'ailleurs, ce serait immoral si les chefs étaient plus à l'abri que leurs subordonnés. Bien. À l'ordre du jour, les chiffres, les nouveaux produits, les nouvelles applications et la méthode de travail. On commence par les chiffres. Cela ne va pas du tout. Il faut se reprendre. C'est Eric, prochain appel, je t'écoute. Ne soupire pas. Bon moyen de se reprendre, la pression de la double écoute. Bonjour, bienvenue. L'oreille du manager, derrière le conseiller. D'accord, je me présente également, Cédric Sibetta, je vais traiter votre appel. Donc, que puis-je pour vous, monsieur? Bah, il y a l'option MMS à 3 €. Et puis c'est tout. Hein.
Bien, bonne présentation. Tu as identifié le client, tu t'es identifié, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu matière à creuser derrière ? De manière à pouvoir éventuellement proposer d'autres options. En plus, il avait une phrase d'accroche toute trouvée là. Je vais regarder pourquoi vous en êtes à ce niveau de consommation. Hein, donc ça, c'était important. Là, on a loupé un petit rebond. Allez, tu continues. Donc j'arrête les doubles écoutes pour aujourd'hui. On remettra ça demain ou après-demain. Ok. Merci, Cédric. Merci. C'est un peu stressant d'être écouté. Ouais. Généralement, on reçoit un mail du chef pour dire qu'il y aura des doubles écoutes dans une certaine période de la journée. Après, on n'a pas exactement l'appel. Il ne nous dit pas exactement sur quel appel il va nous écouter en fait. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est qu'on nous dise qu'on a une charte à respecter. Et moi, cette charte, des fois, j'ai l'impression d'être un robot. Et c'est ça qui me gêne le plus. C'est pas l'écoute elle-même, c'est qu'après on me dise « Ah, là, tu aurais dû redire « Bonjour, monsieur machin ». Donc on a d'écouter, 54 ans bientôt, ça fait 35 ans que je bosse, vous allez quand même pas nous écouter. Rendez ces écoutes facultatives. À notre connaissance, rien de nouveau dans ce domaine. Et qu'en est-il d'un chantier annoncé comme prioritaire dans le nouveau contrat social ? Celui d'une nouvelle direction des ressources humaines, annoncé comme devant être désormais de proximité. Constat sur le terrain. Si je dois poser mes congés, par exemple, je peux mettre en ressources humaines. Et là, on a un service qui s'appelle À nous. On a toutes les informations ressources humaines. Et dans un petit coin, on a mes congés. Et puis donc là, je vais déposer et le manager, il va recevoir un mail et il va pouvoir aller voir s'il m'accorde ou pas les congés. C'est un automate en fait. Et le service ressources humaines, il est centralisé. C'est un centre d'appel comme nous. Ça s'appelle les CSRH, Centre de services ressources humaines. Et c'est des salariés comme nous qui répondent au téléphone, qui mettent à jour nos dossiers. C'est tout. On ne voit pas les gens. Bonjour, bienvenue à l'accueil RH salarié. Pour mieux vous servir, nous vous invitons à vous munir de votre code identifiant France Télécom. Pour continuer, appuyez sur la touche étoile de votre téléphone. Votre question concerne les retenues de salaire pour grève. Tapez 1. Vous avez reçu un mail concernant votre indemnité de congé payé. Tapez 2. Les prestations d'action sociale. Tapez 3. Merci de rester en ligne. Un téléconseiller de l'accueil RH salarié va vous répondre. Tous nos assistants sont déjà en ligne. Nous vous invitons à nous contacter ultérieurement. Pour toute information... Incroyable. On est allé voir le manager qui nous a envoyé au RH, qui nous envoie au CSRH. Tu as le CSRH, vous retournez au RH et en attendant... Ce fameux réseau RH de proximité, ça fait maintenant 6 mois qu'on en parle, c'est toujours balbutiant et ceux qu'on voit sur le terrain sont plus des conseillers RH du manager que des conseillers RH des salariés. Je pense que la crise de confiance continue là-dedans, alors qu'il faudrait des mesures très fortes pour reconstruire un vrai réseau indépendant de RH qui soit vécu comme des médiateurs. Ce qui manque le plus peut-être aujourd'hui chez France Télécom, c'est la confiance. La confiance entre le salarié et le manager, la confiance entre le salarié et l'entreprise, la confiance dans l'avenir. Bon. Et donc, essayons en effet de recréer cette confiance. Et ça passe aussi de temps en temps par le fait que on relâche, je dirais simplement un peu, un certain nombre d'outils ou d'instruments qui visent à, quelque part, entre guillemets, aider, un peu encadrer aussi le salarié, le technicien quand il part sur une intervention, le salarié sur un centre d'appel, en lui faisant un peu plus confiance. C'est ça le point, voilà. Donc c'est un travail de longue haleine, encore une fois, mais je suis persuadé qu'on peut y arriver. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas y arriver. À ce stade de notre enquête, la question se pose. Stéphane Richard peut-il y arriver ? Son volontarisme suffira-t-il ? Est-il entendu de sa pyramide de managers ? Ils sont plus de 10 000. Ce qui est négocié en haut niveau, ça a du mal à redescendre. Parce qu'au milieu, il y a beaucoup de filtres et beaucoup de freins. Je vais prendre un exemple. Au début des négociations, il y avait 10 minutes d'accordé au personnel pour arriver et partir. Je schématise, le temps de démarrer le poste de travail, etc. Arrivé à l'île d'Abo, il ne restait plus que 2 minutes 30. Parce que notre patronne avait fait chronométrer la prise de service. Elle avait décidé que c'était 2 minutes 30, ce n'était pas 10 minutes. Donc ça, c'est remonté à très haut niveau. Et quand c'est redescendu, on a eu nos 10 minutes. Mais il faut se battre en permanence, même si Stéphane Richard décide quelque chose, en local, nous, il faut qu'on se batte pour l'obtenir.
Et ça, c'est en train d'évoluer, c'est pareil, ça bouge. Il faut vraiment qu'on arrive à enlever tous les carcans théoriques qui existent aujourd'hui dans cette entreprise, quoi. Je pense que Stéphane Richard nous semble, nous, très seuls aujourd'hui. Bon, je ne vais pas trop commenter encore, on verra bien l'avenir. Mais que si ça continue comme ça, effectivement, je pense que France Télécom continue la catastrophe. Et je ne sais pas combien de temps ça peut continuer. Je pense qu'il faut qu'il y ait vraiment un tournant qui se profile à France Télécom. Alors concrètement, quel tournant? Quoi de neuf à l'île d'Abo? Le chronométrage des temps de log a enfin cessé, les horaires ont été assouplis, mais pour la patronne du site, l'heure est surtout à la convivialité, l'arme anti-stress. Pour déstresser les salariés, chaque semaine, il y a des cours de Qigong qui sont proposés entre midi et 2 aux salariés donc, qui sont volontaires. Et nous avons donc chaque semaine un prof qui vient et qui fait 2 sessions d'une demi-heure aux salariés. À l'inspire, on va gonfler le ventre et à l'expire, on va relâcher. Après, vous recentrez ici, ça replace un petit peu les épaules et vous échangez pour étirer de l'autre côté. On descend. Et là, on recentre le corps. Inspire et expire. Par le centre, toujours. Inspire, on tire la terre. Expire, on relâche. Les jambes, donc on fait attention au bas de son dos pour ça. Avec la jupe, c'est peut-être pas évident, mais on fait ce qu'on peut. On s'installe ici, on prend par l'intérieur, on monte, on passe au pli de laine et on descend par l'extérieur. Nous travaillons tous au niveau local, donc à la construction de ce nouveau contrat social, en appliquant et en mettant en avant bien sûr ce qui a été décidé au niveau national, mais avec aussi une marge de manœuvre importante au niveau local pour aussi construire à notre niveau un nouveau contrat social en fonction des attentes et des particularités de nos sites. C'est une animation sur la journée pour dynamiser les ventes sur un objectif sur lequel on est un petit peu en retard ce mois-ci. Donc pour encourager les vendeurs à placer cette option, en fait, on met un petit peu de fun dans la journée. La pâte à gaufres, oui, je l'ai faite chez moi hier soir. On ne peut pas perdre de temps à le faire sur place. On adhère, parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais c'est convivial quelque part. Si, c'est pas trop... Non, c'est bien, là je viens de manger une petite gaufre, ça m'a remis un petit peu... un petit peu sucré, ça m'a remis un petit peu dans le bain. Je trouve ça passera sur France 5. Il y avait des crêpes. Pas les hommes, mais les femmes sont très gourmandes. Les crêpes, ça plaît toujours à tout le monde. Moi j'ai un budget convivialité, et donc on a fait un barbecue, c'était le choix de l'équipe merguez de taureau, au mois de juin. Et petit barbecue dans l'équipe, Gérard a apprécié d'ailleurs. Mais il y a plein, ça fait partie des différents leviers managériaux, on a des budgets, quand il fait très chaud on fait des journées glaces, il y a des boissons fraîches, on a des frigos, il y a des boissons fraîches, mais ça je le décorrèle complètement de la partie commerce. Il y a beaucoup d'entreprises où il y a une convivialité des salariés informelle qui fonctionne bien, etc. Et il y a des entreprises qui ont tout fait pour la détruire. Alors après, quand on veut la reconstruire, c'est tout à fait artificiel. Le jour où les salariés auront les moyens de bien répondre aux clients, la convivialité viendra derrière. Mais il ne faut pas forcément faire les choses à l'envers. Aujourd'hui, animation sur Internet Everywhere. À chaque Internet Everywhere vendu, vous tournez la roue, la grande roue qui est au fond, et vous aurez un ou des lots, suivant ce que vous avez vendu, qui peuvent aller jusqu'à chèque cadeau de 50 €. Et puis gaufres et crêpes à discrétion, si ça peut vous donner des calories pour vous donner la pêche pour vendre. Bon Cédric, on compte sur toi, Stéphanie aussi, les jeunes là, la mobilité, l'internet, les micro-portables, c'est votre quotidien, c'est votre vie. Eh bien bonne vente à tous et à tout à l'heure. Bonjour, bienvenue chez Orange. Bonjour et bienvenue chez Orange, merci d'avoir patienté. D'accord, la date d'expiration. Quand vous êtes chez vous, vous pouvez vous mettre en Wi-Fi avec votre téléphone. Alors vous avez le numéro de la clé 3G du client. Alors, ça fait quoi comme Internet Everywhere? Illimité. Ah, iPhone. Ouais. D'accord. Un pèse-personne. Aujourd'hui, j'ai une surprise pour vous. Alors, on fait un challenge d'équipe sur le 8 mégas. Le thème, c'est le foot. Je vous ai apporté les maillots. Vous animez un enterrement, là? Non, il n'y a pas de petit foot parmi vous.
Le rapport Technologia montre que les objectifs individuels, les carrières individualisées, sont facteurs de souffrance et qu'il faudra les réduire. Aujourd'hui, on a une direction qui considère que la concurrence faisant ça, il serait quand même bien malvenu pour un groupe comme France Télécom de laisser tomber les objectifs individuels, sinon tout s'effondre. Voilà. Que puis-je faire pour vous? Et ce d'autant plus qu'une nouvelle génération se profile au sein de l'entreprise. Des jeunes qui n'ont pas vécu l'histoire du service public et qui, bien plus que ceux qu'ils seront amenés à remplacer, sont réceptifs à la culture de l'objectif. D'accord, c'est gentil, merci beaucoup. Bonne fin de journée, à bientôt chez Orange. On nous dit bien pourquoi on est recruté, donc il y a deux aspects, il y a le conseil à la clientèle, et également l'aspect commercial. Donc c'est vrai qu'il faut vendre et apporter un peu de valeur ajoutée à Orange. On a une feuille d'objectifs à respecter. Moi, généralement, les intérimaires, on n'a pas de soucis pour les remplir. On les dépasse même pas mal et c'est pas stressant, c'est plutôt un enjeu, quoi. C'est même motivant. Parce qu'on a des récompenses, on a des primes, on a des choses comme ça. Donc c'est d'autant plus motivant pour nous d'atteindre nos objectifs. Un jeune intérim est pratiquement au SMIC, quoi, tandis que un fonctionnaire qui est là qui est fonctionnaire depuis 35 ans, a un salaire qui est quand même nettement plus confortable. Je ne dis pas qu'il gagne beaucoup, c'est un nanti. Mais enfin, en tout cas, si on compare les deux fiches de paie, il n'y a pas photo. Donc c'est vrai que les jeunes compensent plus par rapport à la PVV, par rapport au challenge. Allô ? On a une moyenne d'âge de 48 ans, ça veut dire qu'entre 2013 en gros et 2018, on a une grande partie de nos salariés qui vont partir à la retraite. Pour nous, c'est fondamental qu'on soit en mesure d'attirer les talents, les profils dont on a besoin pour pouvoir réussir à gérer ce renouvellement démographique qui est énorme. Et on ne peut pas trop retrouver cette attractivité si on a le visage qu'on a aujourd'hui. C'est pas possible. 2 heures plus 2 heures, vous avez Internet et email. Le visage d'aujourd'hui qui prépare ses bagages pour partir loin du stress, du diktat de l'objectif, de l'angoisse de la double écoute, de l'infantilisation des challenges. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, il y a un temps partiel senior, donc de lequel je peux bénéficier depuis le 1er mars. Donc je travaille à mi-temps, payé 75%, et je partirai 6 mois avant mes 60 ans. Alors moi, c'est ma bouée de sauvetage, quoi. Il y a une petite cohorte de cadres à tous les niveaux qui considèrent que, en fait, le temps sera thérapeutique et qu'il fera l'affaire de tous ces problèmes, qu'il faut attendre une petite génération pour que les choses se résolvent d'elles-mêmes, qu'avec les départs nombreux qui vont avoir lieu, il n'y a pas besoin de changer. S'il est en tout cas une chose qui ne change pas dans le groupe France Télécom Orange, c'est la part réservée aux actionnaires. En 2010, le conseil d'administration a choisi de maintenir le dividende record par action, déjà distribué l'année précédente, soit 3,7 milliards d'euros, plus que les 3 milliards de bénéfices réalisés dans l'année. 3,7 milliards pour les actionnaires, contre moins d'1 milliard pour financer le nouveau contrat social. La vérité des chiffres est implacable. Et les efforts de communication interne n'y peuvent pas grand-chose. Vous savez que le mot d'ordre, c'est l'écoute. Eh bien, nous sommes à votre écoute, vous, les 102 000 collaborateurs Orange. Il y a 2 questions qui s'adressent à Stéphane Richard. La confiance du personnel ne se décrète pas, mais se mérite. Comment retrouver cette confiance et la fierté d'appartenir à France Télécom? Et la deuxième question, le marché a tranché avec un cours de l'action à 14 €. Votre commentaire? Moi, je ne regarde pas le cours de bourse heure par heure, je n'ai pas l'œil rivé là-dessus, mais j'attendais pas que l'action bondisse de 30% aujourd'hui. Voilà, donc tout est une question de volonté, de moyens et de temps. Réalisons tous ensemble que dans un métier comme le nôtre, la première des richesses, c'est le capital humain, l'homme, la femme, l'humain tout simplement. C'est vraiment au cœur de la valeur future de l'entreprise. À très bientôt. Qu'est-ce que vous en ressentez quand même? On a les deux discours, quoi. On a le discours, effectivement, on axe tout sur le social, l'humain au cœur des problèmes. Et puis, par derrière, en réunion d'équipe, on nous dit, on a gardé comme objectif principal la productivité, les performances, tout ça. Donc, c'est pas souvent compatible, quoi. Le réseau fixe, aujourd'hui, on a encore 20 millions de clients. D'ici 5 ans, on n'aura plus que 4-5 millions. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, les concurrents sont là. Les clients veulent de la qualité à un prix correct.
Quand on vend quelque chose à 40 €, on fait partie du prix. Hein. Donc plus on optimise notre fonctionnement, plus le prix pourra être maîtrisé et plus les clients seront contents. C'est un cercle qu'il faut qu'il devienne, comment dire, pas vicieux, mais au moins vertueux. Il faut qu'on recrée le cercle vertueux. On avait un petit peu perdu. À France Télécom, tandis que le cercle vertueux des challenges suit son cours, l'infernal cycle des suicides semble ne jamais vouloir s'arrêter. On en déplore 25 en 2010, davantage qu'en 2009. Plus d'1 an après le suicide de Jean-Paul, le bouleversement annoncé se fait attendre. Au terme de notre enquête, nous retenons avoir entendu l'espoir, mais aussi la crainte d'un impossible changement, le désenchantement des salariés, le doute des cadres. Un orange amer.